Une femme noire aide un millionnaire à réparer sa voiture en panne lorsqu'il voit la bague à son doigt. Il est immédiatement choqué. Personne ne l'avait vu. Personne ne se souvenait même de son nom. Mais cet après-midi brûlant, alors que le soleil frappait impitoyablement l'asphalte, elle devint la seule bouée de sauvetage pour un homme qui semblait tout avoir. Une voiture de luxe arrêtée sur une route oubliée, un moteur qui fume, un dirigeant puissant, habitué à avoir le monde à ses pieds, maintenant vulnérable, perdu, ne sachant même pas comment demander de l'aide. Thomas Weber frappa le volant de sa Maserati avec frustration en vérifiant sa montre en platine. 11h43. Dans exactement 17 minutes, il était censé présenter le projet qui définirait l'avenir de son entreprise aux investisseurs les plus importants du pays. La sueur trempait déjà sa chemise en soie lorsqu'il ouvrit le capot, pour être accueilli par un épais nuage de vapeur qui le fit instinctivement reculer. « Bon sang !» marmonna-t-il en desserrant sa cravate. Son costume italien à 3000 $ n'était pas conçu pour les réparations mécaniques, et ses connaissances en matière de moteur étaient inexistantes. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. L'homme qui contrôlait un empire commercial, complètement impuissant face à un tas de métal et de câbles qu'il ne comprenait pas. Le bruit d'un moteur vieillissant interrompit son désespoir. Une camionnette usée par le temps et le soleil s'arrêta à quelques mètres. Thomas regarda avec scepticisme une femme sortir du véhicule. Elle portait un jean taché de graisse, une chemise à carreaux dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude et ses cheveux bouclés étaient tirés en arrière en un chignon pratique. Sa peau sombre brillait sous le soleil brûlant. « Besoin d'aide ?» demanda-t-elle en s'approchant d'un pas assuré, avec une confiance qui contrastait avec la situation précaire de Thomas. « J'ai une réunion cruciale dans 15 minutes, répondit-il, sans cacher son irritation. Mon assistant devrait envoyer de l'aide, mais il n'y a pas de signal décent dans ce foutu endroit. » La femme ne semblait pas impressionnée par son statut apparent, ni par sa mauvaise humeur. Sans demander la permission, elle se pencha sur le moteur fumant, comme si posséder un véhicule qui coûtait plus cher qu'une maison ne signifiait rien. « C'est le système de refroidissement, » diagnostiqua-t-elle avec une confiance impressionnante. « Je peux le réparer temporairement pour que tu puisses te rendre en ville. Cela ne durera pas longtemps, mais cela vous donnera quelques heures. » Thomas l'évalua d'un air sceptique, posant sur elle un regard d'analyse pas si subtil. « Es-tu sûre ? » « Je suis mécanicienne, » répondit-elle sèchement, soutenant son regard sans broncher. « J'ai un garage à 10 miles d'ici. » Sans attendre son approbation, elle retourna à son camion pour récupérer ses outils. Ses mouvements étaient précis, économiques, sans un seul geste inutile. Elle commença à travailler sur le moteur avec une concentration absolue. Ses mains, petites mais fortes, bougeaient avec une précision chirurgicale. « Encore 5 minutes et tu aurais complètement fait exploser le moteur », commenta-t-elle sans lever les yeux, ajustant quelque chose que Thomas ne pouvait même pas identifier. « Ces modèles sont puissants, mais étonnamment délicats, comme certaines personnes. » La remarque indirecte ne passa pas inaperçue, mais Thomas était trop préoccupé par sa réunion pour se sentir offensé. « Comment fais-tu pour en savoir autant sur les voitures de luxe en travaillant dans ce domaine ?» Thomas s'arrêta brusquement, conscient du parti pris contenu dans sa question inachevée. « Dans un village oublié, » termina-t-elle en lui lançant un regard direct par-dessus son épaule. « Je lis, j'étudie, je me soucie de mon travail. L'excellence n'est pas l'apanage des grandes villes, monsieur Weber. » Thomas fut surpris d'entendre son nom de famille. « Comment sais-tu qui je suis ? Ta photo est souvent dans la section économique du journal, » répondit-elle simplement en refermant le capot. « Là, cela devrait vous amener en ville. »« Je te dois quelque chose, » dit Thomas soulagé. Il sortit plusieurs billets de son portefeuille en cuir.
Veuillez accepter ceci comme mes remerciements. » C'est lorsqu'elle tendit la main pour recevoir l'argent que Thomas le vit. Une bague en argent antique avec un petit saphir bleu, étonnamment délicate pour quelqu'un avec des mains aussi travailleuses. Une bague qu'il connaissait parfaitement. Le monde sembla se figer à cet instant. Un éclair de souvenir lui traversa l'esprit. Une fille aux grands yeux expressifs, une promesse échangée sous un arbre feuillu, le dernier cadeau que sa mère lui avait offert avant de mourir. « Où as-tu eu cette bague ?» demanda-t-il, sa voix plus tremblante qu'il n'aurait voulu l'admettre. La question flottait dans l'air brûlant de midi. La femme ferma instinctivement son poing, protégeant partiellement le bijou. « C'était à ma mère », répondit-elle avec désinvolture, bien que son regard devienne prudent. « Pourquoi demandez-vous » Ce que la mécanicienne ne pouvait pas imaginer, c'est que 20 ans plus tôt, cette même bague avait été placée sur les mains de son petit enfant par un garçon qui avait promis de revenir la chercher. Un garçon qui deviendrait l'homme qui se tenait devant elle. Un homme qui avait rompu une promesse sacrée et qui la retrouvait maintenant de la manière la plus improbable possible. Si cette histoire de promesses oubliées et de retrouvailles inattendues vous a touché, assurez-vous de vous inscrire pour découvrir comment une simple bague deviendra le catalyseur d'une révolution dans la vie de ces deux inconnus que le destin insiste pour reconnecter. Maya durcit son regard lorsqu'elle remarqua la fixation de Thomas sur la bague. Elle mit l'argent dans sa poche et se retourna, marchant d'un pas déterminé vers son camion. Si la voiture tombe en panne, l'atelier de réparation est à 10 miles, première entrée après le panneau Aurora City. Thomas hésita, tiraillé entre la rencontre cruciale et cette découverte troublante. « Cette bague » commença-t-il, mais elle avait déjà démarré le moteur. « Vous avez un rendez-vous, monsieur Weber » lui rappela froidement Maya. « Les investisseurs attendent. » Alors que la Maserati disparaissait sur la route, Maya restait immobile. « Il ne m'a pas reconnue » murmura-t-elle en caressant la bague avec son pouce, un geste automatique qu'elle avait cultivé pendant plus de 20 ans. Après tout, il ne m'a tout simplement pas vue. Chez Hope Mechanical, Maya travaillait avec acharnement sur un moteur démonté, canalisant sa frustration dans chaque mouvement. « Tu vas détruire ce carburateur », observa Xavier, son oncle, en s'approchant prudemment. Grand, les cheveux gris aux tempes, il était le seul à connaître toute son histoire. Il s'est présenté. Oncle X avec une voiture en panne. Comme un cruel coup du sort, Xavier se figea. Thomas Weber, le garçon qui a promis de revenir. L'homme qui a oublié, corrigea Maya en s'essuyant les mains sur un chiffon. Il m'a regardé et n'a vu qu'une mécanicienne anonyme. Il a reconnu la bague, mais pas la fille qui la gardait depuis 2 décennies. Cette nuit-là, Maya ouvrit une boîte en bois rangée sous son lit. À l'intérieur, soigneusement organisée, se trouvaient des coupures de journaux retraçant l'ascension de Thomas Weber. Son visage apparaissait dans des articles sur l'innovation, la philanthropie d'entreprise et ses récentes fiançailles avec Elise Harrington, une figure emblématique de l'industrie de la mode. « Demain, il ne se souviendra même plus de la bague », murmura-t-elle à la pièce vide. Maya avait tort. Le lendemain matin, une berline discrète s'arrêta devant l'atelier. Thomas apparut, cette fois sans son costume coûteux, comme s'il essayait de passer inaperçu. « Nous sommes ouverts », dit Maya en gardant ses distances. « En fait, je suis venue pour te rendre ça », répondit-il en tendant la main. Au centre de sa paume se trouvait une petite broche en bois sculptée, un oiseau aux ailes déployées. Le monde de Maya s'arrêta. Cette broche, sa première sculpture, offerte à Thomas en guise de cadeau d'adieu. « Orphelinat cœur ouvert, section Orion », dit-il doucement. « Tu étais la fille qui m'a appris à sculpter le bois alors que tous les autres garçons se moquaient de moi. Tu as promis que tu reviendrais ?» dit Maya, les mots lui échappant involontairement. «
J'ai essayé, répondit Thomas, quelque chose de sombre traversant son visage. Pendant des années, mais mon père avait d'autres plans. Xavier sortit de la zone de travail, s'essuyant les mains sur un chiffon, ses yeux évaluant Thomas avec une suspicion accumulée. « Alors, le jeune prince revient », commenta-t-il à voix basse. 20 ans plus tard, Thomas soutint son regard. « Je comprends votre méfiance, mais je suis venu demander une chance de m'expliquer. »« Xavier m'a sauvé quand j'ai quitté l'orphelinat », expliqua Maya. « Il m'a appris tout ce que je sais. Il m'a donné un foyer alors que personne d'autre ne le voulait. Quelque chose que j'avais promis de faire, » reconnut Thomas avec un regret visible. « Pourquoi maintenant ?» défia Maya. Après tout ce temps, Thomas prit une profonde inspiration. « Dans 3 semaines, j'annoncerai officiellement mes fiançailles avec une femme que je n'aime pas et je prendrai la présidence d'une entreprise que je déteste secrètement. Et j'achèverai ma transformation en l'homme que mon père a toujours exigé que je sois. » Il s'arrêta un instant. « Puis je t'ai vu, ou plutôt j'ai vu la bague, et quelque chose a bougé. » Le téléphone de Thomas sonnait avec insistance. Sur l'écran, Élise, 6e appel. « Elle semble persistante, » observa Maya avec amertume. « Montjolière, » répondit-il en raccrochant. « Notre mariage est une fusion d'entreprises déguisée en romance. »« Et qu'attends-tu de moi ?» demanda Maya en croisant les bras. « L'absolution pour t'avoir abandonné ? Des réponses, » dit-il simplement. « Et peut-être une chance de réparer la plus grosse erreur de ma vie. » Ce que Thomas ne révéla pas, c'était l'enquête qu'il avait commencée la veille au soir. Une recherche minutieuse sur Maya Alivera, son passé à l'orphelinat et la mystérieuse disparition de documents relatifs à la propriété ayant appartenu à sa famille. Ce que Maya dissimulait, c'était le dossier caché au fond de son atelier. Des papiers jaunis portant le logo de Weber Enterprises, signés par le père de Thomas, détaillant l'acquisition frauduleuse des terres de la famille Alivera, celle-là même où se dressait désormais le nouveau complexe commercial destiné à devenir l'héritage de Thomas. Tandis qu'ils se fixaient du regard, aucun des deux ne réalisait que leur destin était lié par bien plus que des souvenirs d'enfance, par une conspiration qui avait détruit une famille pour bâtir un empire. Et dans 3 semaines, alors que Thomas était censé sceller son avenir, Maya révélerait enfin la vérité qui pourrait détruire tout ce que la famille Weber avait construit sur l'injustice et les mensonges. 3 jours s'étaient écoulés depuis les retrouvailles inattendues. Thomas annulait des réunions et déléguait des responsabilités, se plongeant de manière obsessionnelle dans de vieux dossiers. Quelque chose clochait dans l'histoire de son père à propos du terrain, désormais intégré au nouveau complexe Weber. Au manoir familial, il fouillait le bureau de son père lorsqu'il trouva un dossier verrouillé intitulé « Projet Aurora », le même nom que la ville où vivait Maya. À l'aide de la clé qu'il avait secrètement copiée des années auparavant, Thomas l'ouvrit et sentit son sang se glacer. Des contrats, des procès et un document particulièrement troublant, un faux certificat de décès de la mère de Maya. Il a simulé sa mort, marmonna-t-il, incrédule, pour obtenir la terre. Au même moment, dans l'atelier de Xavier, Maya prenait sa propre décision. Elle avait gardé la vérité trop longtemps. « Je vais le confronter », déclara-t-elle en révélant le dossier caché à Xavier. Les documents sont authentiques. La signature de son père est présente sur chacun d'eux. « C'est dangereux », prévint Xavier. « Les Weber ont détruit ta famille autrefois. Ils peuvent faire pire maintenant. » Maya caressa la bague en saphir. « Je n'ai plus rien à perdre. » Cette nuit-là, Thomas conduisait sa berline en direction de l'atelier lorsqu'il reçut un message de Maya. « Place centrale, 20 minutes. Viens seul. » La place d'Aurora City était déserte lorsque Thomas arriva. Maya attendait, assise sur un banc sous un arbre feuillu, étrangement semblable à celui de l'orphelinat où ils s'étaient rencontrés. « Pendant 20 ans,
je me suis demandé pourquoi ma mère m'avait abandonnée, commença Maya sans préambule. Eh bien, j'ai tout perdu en un instant. Maya, j'ai découvert quelque chose de terrible, l'interrompit Thomas, ses yeux reflétant une véritable horreur. Mon père, ton père, a simulé la mort de ma mère, termina-t-elle en lui tendant des papiers jaunis. Puis il l'a menacée de mort si elle essayait de me récupérer. Il voulait aussi prendre nos terres, terres possédant la plus grande réserve d'eau douce de la région, murmura Thomas en examinant les documents. La signature était indubitable, la même qu'il avait vue quelques minutes plus tôt. « Comment les as-tu eus » demanda-t-il, la voix tremblante. « Ma mère les a laissés à Xavier avant de disparaître. Il a attendu que je sois en âge de comprendre. » Maya sortit une vieille photo. « Voici ma mère, Amelia Alivera. Elle ne m'a pas abandonnée, elle a été forcée de disparaître. » La photo montrait une femme au visage doux portant la même bague en saphir. À l'arrière-plan s'étendait une vallée verdoyante, désormais transformée en béton et en acier portant le logo Weber. « Demain, je vais tout rendre public, » annonça Maya. « Lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau complexe ?» demanda Thomas, stupéfait. « Exactement, » confirma Maya. « Le moment idéal pour révéler que l'empire Weber a été construit sur la fraude, l'extorsion et la destruction de vies. » Le téléphone de Thomas sonna avec insistance, celui de son père pour la 5e fois consécutive. Il ignora l'appel. « Il y a plus, » continua Maya. « J'ai des raisons de croire que ma mère est toujours en vie. » Cette révélation frappa Thomas comme un éclair. Comment ? Sa dernière communication remontait à 8 ans. Une lettre anonyme, mais l'écriture était la sienne. Maya hésita à se rendre dans une clinique psychiatrique à New Hope. Thomas prit une profonde inspiration et prit une décision qui allait tout changer. « N'attends pas demain, » dit-il, ses yeux croisant les siens avec une nouvelle détermination. « Allons-y maintenant. Où est l'inauguration ? Mon père a avancé l'événement à ce soir, craignant des fuites sur le projet. Personne ne le sait, sauf le cercle intime. » Dans la limousine en route vers le complexe, Thomas expliqua son plan. « J'ai un accès complet au système de sécurité et à la scène. Je peux vous mettre en position au moment exact pour le confronter publiquement. » Ce que Thomas ne dit pas, c'est qu'il avait également découvert l'emplacement exact de la mère de Maya. Non pas dans une clinique, mais sur une propriété privée de Weber, détenue en garantie du silence d'Ernesto. L'événement était somptueux. L'élite politique et économique admirait l'imposant complexe construit sur ce qui avait autrefois été la maison de la famille Alivera. Ernesto Weber, impeccable dans son costume, souriait aux caméras, son autorité indiscutable. « Thomas, enfin !» s'exclama-t-il en voyant son fils. Ses yeux se durcirent lorsqu'il remarqua Maya à côté de lui. « Que fait-elle ici ?»« Un invité spécial, père », répondit froidement Thomas. « Quelqu'un avec une histoire fascinante sur les origines de cette terre. Ernesto. Mon bureau, maintenant. » Dans son luxueux bureau surplombant la vallée dévastée, le patriarche Weber regardait Maya avec mépris. « Combien ?» demanda-t-il sèchement. « Quel est ton prix pour disparaître comme ta mère aurait dû le faire ?»« Ma mère, » répondit Maya, sa voix ferme malgré les émotions qui tourbillonnaient dans sa poitrine. « Je veux savoir où elle est. » Ernesto rit un rire plein d'humilité. « Après toutes ces années, elle ne se souvient probablement même pas de toi. Elle est donc vivante, » conclut Thomas, enregistrant discrètement la conversation sur son téléphone portable. « Vous l'avez gardée prisonnière pendant 20 ans. » « Prisonnière ?» Ernesto rejeta le mot avec dédain. « Je lui ai donné une vie de luxe en échange d'un morceau de terre sans valeur. C'était un accord. Un accord conclu sous la menace n'est pas un accord, » lança une nouvelle voix. À la porte se tenait Xavier, accompagné d'une femme plus âgée dont les yeux, identiques à ceux de Maya, débordaient de décennies de douleurs contenues. « Mère !» murmura Maya, la voix brisée. Amelia Alivera avançait lentement,
les yeux fixés sur la fille qu'elle n'avait pas vue depuis son enfance. « Maya », dit-elle simplement, la voix étranglée par l'émotion. Derrière eux, dans le couloir, Élise observait la scène avec un intérêt clinique, son téléphone portable enregistrant chaque mot échangé. Les retrouvailles entre la mère et la fille allaient non seulement révéler la fraude derrière les origines de l'empire Weber, mais aussi montrer comment une ambition excessive avait détruit des vies et déchiré des familles. Une vérité que même tout l'argent du monde ne pourrait plus cacher. Et tandis qu'Ernesto Weber regardait son empire de mensonges s'effondrer sous ses yeux, une vérité encore plus dévastatrice restait cachée. Thomas n'était pas son fils biologique, mais un orphelin adopté pour remplacer le bébé que sa femme avait perdu. Un dernier rebondissement qui, une fois révélé, achèverait le cycle de justice commencé par une mécanicienne déterminée avec une bague en saphir à son doigt. Le salon d'Ernesto Weber vibrait de tension, alors que la mère et la fille se regardaient pour la première fois depuis 20 ans. Le patriarche Weber, toujours contrôlant, semblait avoir complètement perdu le contrôle de la situation. « Impossible », murmura-t-il en reculant de quelques pas. « Vous étiez sous surveillance constante. Ton argent achète le silence, Ernesto, mais pas de véritable loyauté, » répondit Amelia, la voix affermie par des décennies de douleurs refoulées. « Certains gardes ont une famille, ils ont un cœur. » Maya, tremblante, s'approche lentement de sa mère. 20 ans d'abandon forcé, 20 ans de questions sans réponse. Lorsqu'elles s'étreignirent, il n'y eut pas de mots, seulement des larmes qui parlaient plus fort que n'importe quel discours. Thomas observa la scène, une tempête d'émotions traversant son visage. « Pourquoi, père ?» demanda-t-il finalement. « Pourquoi détruire une famille pour un lopin de terre ? Ce n'était jamais qu'un lopin de terre, » répondit Ernesto, retrouvant un peu de sang-froid. « C'est la plus grande réserve d'eau potable de la région. Elle vaut des milliards, c'est l'avenir de cette entreprise. Et cela justifie la destruction de vies ? » demanda Thomas, la voix lourde de mépris. Comment justifier cela à ses propres yeux ? Une lueur dangereuse traversa les yeux d'Ernesto. De la même manière que j'avais justifié l'adoption d'un orphelin pour remplacer le fils que j'avais perdu. Le silence qui suivit fut absolu. Thomas tituba comme s'il avait été frappé. « Quoi ?» murmura-t-il, la couleur quittant son visage. « Tu penses que c'est une coïncidence si tu as passé 6 mois dans cet orphelinat ?» Ernesto rit amèrement. « Ta mère est morte en couche avec notre fils biologique. Tu n'étais qu'un remplaçant commode, un bébé sans antécédents médicaux problématiques, sans famille pour interférer. » La révélation frappa Thomas comme une avalanche. Toute sa vie, toute son identité avait été bâtie sur un mensonge. Il n'était pas un Weber de sang, c'était un orphelin dont les dossiers avaient été manipulés, tout comme ceux de maman. « Il ment !» dit Élise en entrant enfin dans la pièce. Elle tenait un vieux dossier. C'est ce qui explique pourquoi j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche dans notre fusion d'entreprises. « Qu'as-tu fait ?» demanda Ernesto pâlissant à la vue du dossier. « Des recherches sérieuses avant un mariage d'affaires, » répondit-elle froidement, « y compris son historique complet d'adoption frauduleuse. Tu n'as pas seulement adopté Thomas, il y en avait d'autres. » Xavier s'approcha de Thomas, posant une main ferme sur son épaule. « Cela signifie que toi et Maya, vous n'êtes pas que des amis d'enfance, » conclut Élise. « Vous êtes demi-frères et demi-sœurs, même mère. » Des documents falsifiés pour cacher le lien. Maya et Thomas se regardèrent. La vérité se reflétait dans leurs yeux identiques. Même teinte, même forme. Comment ne l'avait-on pas remarqué avant ? « C'est pourquoi cette bague comptait tant pour vous deux, » murmura Amelia. « C'était notre héritage familial. Je l'ai donné à Thomas avant qu'Ernesto ne l'emmène, lui faisant croire que c'était un cadeau de la mère qu'il n'avait jamais connue. À cet instant, la sirène de police retentit au loin, se rapprochant rapidement. « C'est fini maintenant, » annonça Thomas.
la voix emplie d'une détermination nouvelle. Tous ces mensonges, toutes ces manipulations, la semaine suivante, les journaux explosèrent de gros titres sur le scandale. Ernesto Weber, magnate respecté, arrêté pour fraude, enlèvement et falsification de documents. L'empire Weber, bâti sur le crime et la séparation des familles, s'effondra lorsque les enquêtes révélèrent des décennies de corruption. Thomas, découvrant sa véritable identité en tant que fils d'Amelia Oliveira, renonça au nom de Weber et reprit son vrai nom de famille. Le terrain fut légalement restitué à la famille Aloe Vera et le projet d'entreprise fut transformé en réserve environnementale avec un centre communautaire bénéficiant à des centaines de familles locales. 6 mois plus tard, dans le petit atelier Esperanca Mecánica, désormais agrandi et modernisé, Maya ajustait un moteur de voiture tandis que Thomas examinait les documents de la Fondation Olivea, nouvellement créée pour les enfants abandonnés. « C'est toujours étrange, » demanda-t-elle en essuyant la graisse de ses mains, « de découvrir que toute ta vie a été construite sur un mensonge. » Thomas sourit, un sourire sincère qu'il avait rarement montré dans sa vie précédente. Étrange, oui, mais aussi libérateur. Il toucha la petite broche en forme d'oiseau qu'il portait désormais en pendentif. Nous avons perdu 20 ans, mais nous avons retrouvé notre vérité, notre famille. Amelia entra dans l'atelier en portant de la limonade. Ses yeux, autrefois marqués par la tristesse, étaient désormais empreints d'une lueur de quelqu'un qui avait enfin trouvé justice. « La bague !» dit-elle, remarquant que Maya la portait toujours. « Cela nous a toujours permis de rester connectés, même lorsque nous ne le savions pas. Parfois, les mensonges les plus élaborés sont défaits par les liens les plus simples. Une bague transmise de mère en fils, puis à une sœur qui ne savait même pas qu'elle existait. Et parfois, les empires construits sur l'injustice s'effondrent, non pas sous le poids de la culpabilité, mais sous la force inébranlable de la vérité qui refait surface quand on s'y attend le moins. Si cette histoire de liens familiaux enfouis sous des décennies de mensonges a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui montrent comment la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a le pouvoir de guérir des blessures qui semblaient permanentes et de reconnecter des vies séparées par la cupidité et le pouvoir.